Hello les Nalédji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi, en tout cas, ça brille. On se retrouve pour votre émission Instant Business. Donc, c'est l'émission où l'on va analyser, examiner et décortiquer tout ce qui se passe dans le business. Et pour cela, je ne suis pas seule. Je suis entourée je les appelle les business kings et les business queens. Salut. Salut. Vous allez bien? Salut, ça va et toi? Dougouchiki, Toujours. toujours avec le sourire. Yes, Ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter aux Nalédji qui vous regardent? Moi je m'appelle Doriane. Je suis trop contente de revenir ici C'est pour ça. vous parler aujourd'hui de relations clients. Peut-être qu'il ne faut pas que je le dise. Non, dis-le, balance, c'est pas grave. Comme tu es habitué à la maison, ça me fait plaisir, c'est pas grave. Je t'autorise. Trop bien. Donc je m'appelle Doriane et donc je suis professionnelle du Customer Care depuis 13 ans déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Aujourd'hui, je suis formatrice en relations clients pour les entrepreneurs, mais je forme aussi des professionnels du Customer Care à devenir Customer Care Manager. Et on fait aussi du recrutement, donc on aide des entrepreneurs et des entreprises à déléguer leurs relations clients. Enfin, en gros, voilà, une problématique Customer Care, on est là. 100%, 360 degrés. Exact. Ok. Parfait. Et toi? Moi, c'est Wallace. Alors, Brian de prénom, Wallace du nom de famille, à vous de choisir. Tout le monde m'appelle Wallace. Je suis également Customer Care Manager, donc spécialisé avec les infopreneurs, solopreneurs, un petit peu comme Dorian. Aujourd'hui, je m'étends un petit peu plus à tout ce qui est start-up, PME, puisqu'il y a également un besoin de ce côté-là. Ça fait maintenant 2 ans que je suis au niveau de la relation client, et puis on aura l'occasion d'en discuter avec toute l'équipe. Ça va être plaisant. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Et on termine avec notre Dougouchiki qui n'est plus à présenter. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a besoin que je me présente? Fais-le, sois humble. Tasta, consultante en management et en gestion d'entreprise et également formatrice et ex-consultante en relations expérience client pour le coup. Et maintenant, je fais de la formation plus dans ce sens. Non, là, il y a un très, très beau panel. Et du coup, comme vous l'avez un peu teasé, le thème du jour, c'est le Customer Care, autrement dit, la relation client. Donc, on va échanger autour de ça. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Prêt. Prête. Ok. Donc, ici, c'est l'instant business. C'est sans langue de bois, mais toujours dans le respect. Jingle. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun me donner votre définition de la relation client? On va laisser parler nos experts d'abord. Moi? Non, pas toi. Toi, t'es next. Eux, ils sont Yes. encore dedans. Voilà. Ma définition de la relation client, déjà, moi, mon business, c'est le Customer Care. Et j'emploie le mot Customer Care. J'ai choisi ça vraiment en conscience d'utiliser le mot anglais parce que la traduction en français, c'est service client. Le gros problème, c'est qu'en francophonie, le mot service client, c'est associé à SAV. Problème, gestion des problèmes. Oh là, je vais devoir appeler, je vais devoir me répéter mon problème. Et en fait, souvent, c'est associé à un truc de négatif. Je vais pas être bien reçu, je vais pas... voilà. Alors que le Customer Care, déjà dans le mot anglais, il y a le terme care qui a toute la dimension de soin. Ouais, De prendre soin des autres, de prendre soin de l'humain. Et donc pour moi, le Customer Care, c'est plus que la relation client, c'est une philosophie aussi business où un entrepreneur, une entreprise va mettre au centre de ses décisions et au centre de ses stratégies l'humain, sa cible, son client idéal. Ma décision, quel est l'impact sur lui? Est-ce que ça lui procure des émotions positives? C'est quoi l'expérience que ça va lui créer? Donc il y a vraiment cette philosophie-là. Et de mon point de vue aussi, ça englobe tout le parcours client. Pas juste une fois que la personne est cliente. Le care, le Customer Care, ça intervient aussi avec la communauté, avec l'audience et sur tous les canaux de communication. Donc les réseaux sociaux, le live chat, les emails, le téléphone quand il y en a. Et c'est une force de vente aussi incroyable. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de préciser que c'est pas que du SAV, ça vient pas que une fois. Avant, pendant et après. Avant, pendant, après et si possible Tout au long de la vie indéfiniment du pour la client au fidélisation. sein de l'entreprise, en Ok, fait. ok. Et toi, Wallace? Moi, je dis Wallace. Hein. Vas-y, ça pas de souci. Ça te va bien. Ça me va bien, c'est parfait. Pour ma part, en fait, important de souligner un peu ce que Dorian disait. Je suis dans la même optique où j'utilise aussi le terme Customer Care Manager, puisque en étudiant et quand j'ai commencé justement à me former sur le métier, sur l'expertise
expertise, j'ai bien vu la différence et la difficulté aujourd'hui sur le marché français à définir ce que c'était. C'est-à-dire que la traduction littérale, comme tu le disais, service client, et en France, on a différents noms, mais qui ne permettent pas d'englober l'intégralité aujourd'hui du Customer Care. Donc pour moi, c'est très important en fait de mettre l'accent sur le fait que c'est l'expérience client dans sa globalité, comme tu l'as très bien dit, donc c'est avant, pendant, après, et moi j'aime bien dire après, il n'y a pas. Tu restes avec nous. Mais c'est ça. Mais pour le coup, c'est l'intégralité en fait des émotions positives qu'on va réussir à amener en tout cas aux clients, et c'est s'efforcer de le faire. Il y a aussi énormément d'images. En soi, le Customer Care va nous permettre de se faire recommander. C'est une force de frappe très importante au niveau de la vente, et c'est pour ça que bien le définir, un peu comme on l'a dit, pour couvrir tous les aspects du business, tout l'ensemble, c'est important. As-tu des mots à ajouter, Tasta? Pour moi, ils ont tout dit en fait. C'est vraiment ça, c'est prendre soin de son client. Et quelque chose que Dorian a bien précisé, c'est que clairement, je vois que tu es vraiment en avance, et c'est pas pour rien que tu es là depuis un moment, c'est qu'il faut être customer-centrique. Et aujourd'hui, quand tu regardes le monde des affaires, il n'y a que les Américains qui sont à ce niveau-là. Ils ont des stratégies qui démarrent du client. Les Anglais aussi. Oui, les Anglo-Saxons par définition aussi. Mais c'est vrai que là-dessus, de toute façon, on va échanger là-dessus tout au long de l'émission. Mais il y a tellement à dire. J'ai toujours plein à dire, mais je vais laisser les experts qui sont encore dedans en parler. Tu vas nous apporter quand même ton expertise. Mais sinon, pour donner une définition, moi, j'ai englobé ça en relation client parce que c'est beaucoup plus simple que de dire SAV ou service client. Donc, la relation client désigne les modes de communication utilisés par une entreprise pour entretenir un lien privilégié avec ses clients. Elle a pour but de créer et de fidéliser les clients d'une entreprise. Donc, du coup, ça a englobé vraiment tout ce que vous avez dit. Maintenant, moi, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, avoir recours. Alors, on va utiliser au Customer Care. Customer Care, oui. Pour une entreprise. C'est évident. Pas pour tout le monde. Hein. C'est évident. Sans nos clients, il n'y a pas d'entreprise. Pas de clients, pas de CA, pas de business, pas de business. Plus de business. C'est ça. Donc, c'est essentiel, en fait, de prendre soin de nos clients, surtout qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a plein de concurrents. On veut, je sais pas, un e-shop de vêtements, on veut commander des gâteaux. Enfin, on a une multitude de choix. Ce qui va faire la différence, c'est l'expérience, le customer care aussi, que cette entreprise va proposer. Un client, s'il ne se sent pas bien accueilli quelque part, il va aller chez le concurrent. De toute façon, je peux trouver le même produit ailleurs, peut-être même moins cher. Exactement. Donc, il y a cet aspect-là, le fait que ça nous différencie de la concurrence, mais le fait aussi que ça aide à la conversion, ça va donner envie à des personnes de travailler avec nous ou d'acheter chez nous. Et ça permet d'entretenir leur relation, de fidéliser, comme Wallace le disait, que les clients restent, faire de la rétention, qui continuent de consommer dans une entreprise. Donc, en fait, c'est essentiel et c'est dommage aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui mettent le focus, par exemple, uniquement sur le marketing. Oui. Alors que marketing sans customer care, il y a 50% de pertes. Mais c'est à cause des coachs, ça. Aussi. on va y revenir. Voilà. Tout le monde veut vendre ses coachings marketing, donc tout le monde pense qu'il a un problème marketing maintenant. Et en fait, dernier point, pourquoi c'est essentiel, c'est que le customer care, ça va venir rentabiliser et renforcer toutes les stratégies, par exemple, qu'on peut mettre en place pour le marketing. Et même la communication aussi. Et la communication, et voilà, ça va venir en support et ça va venir sublimer en fait tout ce qu'on va faire pour son business. Pour appuyer sur le propos, on parlait de customer centrics. Ce qui est vraiment important, c'est que lorsqu'on va mettre son client au cœur de son business, et là où on fait pas mal d'erreurs, et comme tu le disais avec les fameux coachs qui vendent certaines formations, c'est de dissocier justement des parties, de se dire qu'on dissocie le customer care de la vente, de dissocier le customer care du marketing, de dissocier, alors qu'en réalité, sachant que le customer care, la base du customer care, c'est se poser la question de quoi a réellement besoin et envie mon client. Si on se pose ces différentes questions-là, on saura améliorer notre système d'acquisition, tout comme on saura améliorer notre manière de communiquer, notre marketing. Et donc, c'est pourquoi avoir recours au customer care, en réalité,
comme le disait Dorian, limite la question ne se pose pas. Ça doit être une. Il faut la poser. Il y a toujours des exceptions. Il faut la poser et justement il faut qu'on travaille. C'est pour ça qu'on est là, mais avoir une sorte de prise de conscience parce que on le voit, les entreprises aujourd'hui qui ont recours au customer care et qui mettent l'accent dessus performent avec un pourcentage de 4 à 8% plus important que leurs concurrents. Ce qui fait que c'est pas quelque chose de négligeable. Et aujourd'hui, on regarde n'importe quel service qu'on a dans le monde. Le fait d'être avec une expérience client qui nous procure des sentiments et des émotions positives change la donne. On est prêt à payer plus cher lorsque l'expérience est de qualité. Grande victime. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Moi. Et surtout, on parle notamment de concurrence. Les clients aujourd'hui sont volatiles. Il y a une très grande volatilité. Il y a énormément d'offres. La plupart du temps, et moi ce que je dis souvent à mes clients, c'est de ne pas se méfier forcément du commentaire négatif, de se méfier de celui qui dit rien. Parce que celui qui ne dit rien, il a déjà vu tout le reste du marché et il va pas forcément te faire le feedback que ce que tu lui as vendu n'était pas bon. Il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Et en fait, justement, pour capter ce genre de personnes, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir une expérience client de top qualité parce qu'on doit faire face à la concurrence, au fait que les clients sont de plus en plus exigeants. Il faut des émotions positives rapidement et avoir quelque chose de différenciant. Ok. Vous avez répondu à pas mal de questions, c'est très bien. Mais au niveau des objectifs, parce que très souvent, ce qui ressort, c'est le fait de fidéliser les clients. Mais techniquement, si on fidélise les clients, pour moi, c'est l'étape de fin. Mais est-ce que vous pourriez citer d'autres objectifs ? Alors, moi, pour ma part, je vais me permettre de répondre en premier. Tout ça. Non, vas-y. Parce que, en fait, je pense que aussi, pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience, c'est que aussi, pour moi, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, c'est qu'il y a déjà ce problème que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette posture et les compétences d'un dirigeant d'entreprise. Le problème, il part de là, en fait, aussi. Le mindset. Parce que, en fait, c'est pas parce que tu fondes une entreprise que tu peux la diriger. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, quand tu démarres, ça c'est une réalité aussi, c'est toi qui vas être le dirigeant. Et en tant que dirigeant, ton objectif, un de tes objectifs de pilotage, c'est d'optimiser tes coûts. Quand tu vas calculer optimisation de coûts, tu vas forcément te concentrer, en tout cas, tu vas avoir les yeux sur le business qui ne rentre pas. Et quand tu es focalisé sur en tout cas, quand tu vas regarder le business qui ne rentre pas, forcément, tu vas chercher des solutions à savoir comment faire rentrer le business. Et forcément, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ton parcours client. Donc, il y a aussi ces métriques à prendre aussi. Parce que forcément, quand tu penses optimisation de coûts, ça coûte moins cher de fidéliser un client pour augmenter ton CA que de trouver des nouveaux clients. Et les gens, ils sont tous focus sur comment je ramène des nouveaux clients. Alors que tu en as qui sont là et tu ne cherches pas à les essorer, à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Justement, sur ce que tu disais, en fait, quand on démarre, on a cette optique où on se dit, j'ai pas encore de clients, donc le customer care, ça vient après. Et c'est là où, justement, j'ai ce devoir d'éducation avec mes clients, où je suis en train de leur dire, mais non, c'est pas quand le client va arriver que tu vas définir son parcours. Sachant qu'on parle, encore une fois, de customer centric, il faut déjà, dans un premier temps, réfléchir quel sera son parcours avant même qu'il soit là. Je prends un exemple, on ne définit pas comment on va éduquer son enfant ou comment il va évoluer dans la vie. Une fois qu'il arrive, en fait, la chambre est déjà prête, les couches sont prêtes, la nourriture, etc. Et en fait, l'erreur de beaucoup, c'est que, alors c'est une erreur, mais qui, dans une certaine mesure, peut se comprendre, c'est qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour avoir, pour tout type de raisons, familiales, personnelles, quête de liberté. Je veux la liberté. Aujourd'hui, la liberté, c'est pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est corrélé à l'argent. Premier réflexe, il faut que je me rattache à l'argent. Donc, je dois me rattacher à de la vente. Et c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup battu et je continue encore parce que les personnes que j'accompagne, notamment les formateurs, coachs et infopreneurs qui sont dits coach business, ce qu'ils apprennent, c'est rapproche-toi au maximum de l'argent, donc va prospecter. C'est pour ça qu'ils vendent leur lifestyle. Et ils mettent en avant leur lifestyle pour vendre leur formation. C'est une réalité, en fait. C'est pour ça que je dissocie en fait la notion, et on parlait de mindset d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise. Quand on réfléchit en termes d'entreprise et pas vendeur de formation, on comprend concrètement en fait qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin et qu'il faut vraiment aller sur tous les axes. 360. Exactement. Tout simplement. Du coup, c'est toi qui vas sauver tous les coachs, quoi, si je comprends bien. Alors, les sauver, il y en a qui sont insauvables. Il y en a qui sont insauvables. Parce qu'il y en a une ici, elle dort pas bien. Qui? Une ici.
Moi, elle a la phobie un peu des coachs. Donc, si toi, avec toute ton expertise, Disclaimer, nous n'avons rien contre les coachs. Non, mais complètement. Moi, j'ai pas un problème avec les coachs en réalité. C'est ce qu'ils nous vendent et comment ils nous le vendent. Justement, parce que moi, il est là pour ça. Moi, pour ma part, sauver les coachs. J'ai souvent des clients en consulting. Ils sont passés par 50 000 coachs et des très connus. Et moi, quand ils arrivent, je reprends... Enfin, en une conversation de à peine 30 minutes, je me rends compte qu'ils ont vu que le marketing. On leur a vendu que du marketing. Ça comme une on n'a pas vu le 360. Parce que je leur dis, mais tu veux faire ta stratégie de communication, est-ce que tu as fait ton parcours client? Est-ce que tu as analysé ta cible? Non, oui. Il y a un moment donné, ça m'agace. La tasse est là pour ça. Parce qu'il y a un problème là que je soulignais, c'est le marketing culpabilisant. Et ça, c'est pas que les coachs qui l'utilisent. Oui. C'est-à-dire que, et ça, c'est des techniques qui sont, que j'appelle anti-customer care friendly, c'est d'utiliser la culpabilisation et des émotions négatives pour complètement. Vendre. Et c'est ça, en fait, les dérives d'un mauvais mindset. Les fameuses pages de vente System.io. Fameuses pages de vente System.io, la prospection agressive, où on t'envoie un DM en mode « Hello, bonjour, c'est quoi tes objectifs business cette année ?» Oui, c'est vrai que comment ça, on se connaît pas, réseaux, tu me demandes mes objectifs. Je bloque direct. Ah non, mais ça fait froid dans le dos. Non, c'est marquant. Non, mais je voulais souligner un petit chiffre, parce que j'ai également fait quelques recherches. Vous avez déjà commencé à entamer le sujet, mais donc selon une étude qui a été utilisée, excusez-moi pour mon anglais, 1, 2, 3 Form Builder, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc il y a 61% des consommateurs qui ont commencé à faire affaire avec un concurrent suite à une expérience client médiocre. Du coup, franchement, vous avez donné plein d'aspects, mais on va essayer de revenir là-dessus petit à petit. Pourquoi est-il important de soigner? C'est pas d'avoir, c'est plutôt de soigner du coup, la relation client, le customer care, plutôt l'expérience client. Par exemple, je l'ai vu tout à l'heure dans ton sac, tu l'as utilisé. Ta crème Rituals. Ah. Rassure-toi, je ne fouille pas dans ton sac. Non, en fait, vrai, j'ai mis de la crème avant de commencer. Rituals, j'aime énormément cette marque. J'aime énormément cette marque au fait par rapport à toute l'expérience client qu'ils peuvent avoir. Pour décrire, par exemple, lorsqu'on va chez Rituals, on est bien accueilli, il y a toujours il n'y a pas de distinction, qu'on soit homme ou femme, et certaines personnes pourraient se dire c'est principalement destiné aux femmes. Non. Pourtant, je n'ai eu aucune différenciation, j'ai toujours été accueilli de la meilleure des façons. Ils nous offrent du thé. Il nous offre du thé. Il y a le grand arbre doré qu'on reconnaît, la serviette chaude. Bref, on a une expérience. À partir du moment où on met le pied dans de A à Z. Et ce qu'on a parlé tout à l'heure d'avoir une expérience soignée jusqu'à après pour nous garder. Moi, ce qui m'avait surtout marqué sur ma deuxième expérience, c'est que la vendeuse avait mis le fameux parfum sur le sac. Et donc, moi, dans ma voiture, j'étais en mode, mais ça sent un parfum, je ne sais pas. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais encore avec Rituals. J'ai ramené Rituals jusqu'à chez moi. Jusqu'à chez toi. C'est le détail qui fait l'excellence. Exactement. Et donc, la nécessité, tout ce travail, ils ont dû se dire très certainement, on en parle du parcours client, quand une personne met les pieds, mais que ça soit avant, pendant, après, la personne doit se souvenir. C'est ce genre de détails qui font la différence et qui font qu'aujourd'hui, malgré, on va dire, un certain prix, et nous, on n'associe pas ça forcément au fait d'acheter un shampoing ou acheter... On achète une expérience. Exactement. On achète une expérience. Et c'est l'une des raisons qui fait que pour moi, c'est incontournable. Et ce pourcentage est totalement justifié. Pourquoi ? Parce que je parlais tout à l'heure de celui qui ne parle pas. Là, c'est un sondage où des personnes ont répondu. Ont répondu, ouais. Donc, si on ajoute... si on doit ajouter ceux qui s'abstiennent, on peut avoir des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Et pour moi, c'est incontournable. On doit y passer avec toute la concurrence qu'on connaît et avec la difficulté à construire une bonne réputation, mais la facilité à la perdre. C'est ça. Pour la perdre, c'est facile. Facile. Story Instagram sur fond blanc. C'est très très facile. Au fond noir et écriture blanc, c'est ça. Il suffit qu'une personne ne soit pas contente, qu'elle le partage. De toute façon, une personne qui n'est pas contente va le dire à 6. Alors qu'une personne qui est contente, elle ne va pas forcément parler ou ça ne va pas être perçu de la même manière. Sauf s'il y a des petites techniques customer care justement à mettre en place, pour inciter. Oui, parce que c'est vrai qu'on reproche beaucoup aux entreprises leur manque de customer care ou d'expérience client, mais je pense qu'aussi les consommateurs sont éduqués justement sur faire des retours quand ça ne va pas, parce qu'il y en a, ils gardent leur frustration. Aussi, ouais. Ça, c'est très dommage. Et aussi, ne pas se contenter
de l'expérience qu'on nous offre. Parce que moi, ce que je constate aussi, c'est que beaucoup se contentent d'expériences médiocres. Si je prends l'exemple des traiteurs, désolée. Non, vas-y. Illustre ton propos. Il n'y a pas de différenciation. On n'a rien contre les coachs et les traiteurs. Non, on n'a rien. Nous, comme j'ai dit, nous sommes là pour échanger moi, souvent, de bois. Quand je fais des retours, mais dans le respect. Je me plains sur certains points. J'ai l'impression que je suis toute seule à constater le problème. Et en fait, je me rends compte aussi, c'est parce que les consommateurs qui consomment ces choses-là ne se plaignent pas, en fait. Moi, je prends l'exemple, ce matin, on m'a envoyé un compte pour des culottes menstruelles. Juste en allant sur le compte Instagram, j'ai dit, je ne vais pas acheter chez la personne. Il n'y avait pas de site internet, je n'ai pas trouvé les infos, je ne savais pas il y avait quoi comme produit, ce qui était disponible ou pas, je n'avais pas de tarif. Il a fallu que je scrolle pendant je ne sais pas combien de temps sur le feed. Et juste ça m'a découragée. On m'a dit, et en fait, entre-temps, une personne m'a envoyé les infos. J'ai dit, mais comment tu as eu les infos? J'ai envoyé un DM. Je dis, flemme. Envoyer un DM, j'ai pas ce temps-là en fait. Pour moi, dès que j'arrive sur le truc, il faut que je trouve les infos. Et l'expérience-là commence dès le logo en fait. Elle commence dès ton logo, dès ton branding. Et ça m'a donné mal à la tête. J'ai dit non, désolé, je peux pas. Et, et pour les gens, on comprenait pas que je me plaigne. Mais pourquoi je dois aller chercher l'info? Après, toi, tu as le souci du détail et il faut se dire aussi que c'est pas tout le monde. Ah, c'est vrai. Et je suis devenue lourde pour les gens autour de moi. Non, mais c'est vrai. Dès qu'on arrive quelque part, tout le monde me regarde. Qu'est-ce qu'elle va dire celle-là encore? Non, mais tu fais partie pour rebondir sur ta statistique, il y a 86% des personnes, des consommateurs, qui achètent parce que l'expérience client est bonne, est meilleure. Oui. Et elle est même prête à payer plus cher pour une bonne expérience client. Voilà, alors j'ai oublié la source, je l'ai dans mes archives, voilà. Mais c'est ce que tu disais. Pour répondre rapidement à ta question, un peu en bullet point, pareil aux objectifs tout à l'heure, les objectifs du Customer Care, c'est l'image de marque. Ça fait briller, surtout sur le digital, moi je suis spécialisée sur le digital, ça fait briller une marque sur le digital. L'irréputation est meilleure, est bonne, parce que les gens parlent bien de l'entreprise. Ça augmente le CA, ça augmente le chiffre d'affaires, ça crée du lien de confiance et ça augmente aussi la crédibilité d'une entreprise. C'est surtout ça en tant qu'entrepreneur qu'on cherche tous, c'est d'avoir cette crédibilité-là. Qui n'est pas facile parfois à mais comme aujourd'hui les gens ils misent leur crédibilité sur les influenceurs, c'est compliqué. Après il y a beaucoup. Troisième cible, ça tire à balles. Là on dit les choses. Coach, traiteur, influenceur. Une amie était dans un salon de coiffure très connu qui coiffe des stars. Elle a attendu plus d'1h30. Je le dis encore une fois, cette problématique de quand c'est des personnalités, c'est souvent l'expérience est bonne, mais quand c'est des clients qui, eux, en fait, te ramènent ton vrai business en réalité, parce que c'est pas du partenariat, c'est pas du marketing d'influence, et ils sont négligés. Non, il y a ce point-là aussi où l'expérience n'est pas la même quand c'est une personne justement reconnue et une personne lambda, si je puis dire. Mais bon. Au niveau des canaux, parce que je ne sais plus qui a entamé le sujet, mais quels sont les canaux indispensables, justement, permettant d'améliorer la relation client d'une entreprise, que ça soit pour les demandes de services, on va dire, simples, ou les demandes de services assez complexes? Dorian avait commencé à y répondre. Oui, voilà. Justement, en fait, on est aujourd'hui sur de l'omnicanalité, ce qui fait qu'on doit être partout. Ouais. Pour aujourd'hui, un entrepreneur, il faut être partout. Il faut faire attention justement à ça. Attends, tu parles de... Non, je suis obligée de l'interrompre. Tu parles d'omnicanalité, mais est-ce que tu peux nous expliquer parce que l'omnicanal, enfin, je sais que tout le monde ne le maîtrise pas. Pour traduire un petit peu ce terme, c'est le fait d'utiliser plusieurs il a dit d'être partout. Plusieurs canaux. Non, mais c'est important, elle a raison. Non, elle a raison. Moi, je m'ai répondu juste après. Il y a l'omnicanal, il y a le cross-canal. Non, oui. C'est ça. En fait, c'est le fait d'utiliser plusieurs canaux de communication. Et Dorian en parlait, il faut être présent sur le site internet, il faut être présent sur les réseaux sociaux, par téléphone. Des fois, ça peut être du chat, les chatbots, etc. Donc, aujourd'hui, en fait, on doit optimiser chacun des points. Une erreur qui est souvent commise, c'est de se dire que comme tout se joue sur les réseaux et que c'est ce qui met en valeur, il faut que j'améliore mon Instagram. Il faut que j'améliore mon Facebook. Sauf que des fois, par exemple, tu parlais d'une demande de service. Et tu le disais tout à l'heure, tu as envoyé un DM pour avoir des informations sur quelque chose qui potentiellement pourrait te servir et que tu aurais pu recommander. Ton taux d'effort était beaucoup trop important. Dès le début. Important. Et pour un peu
approfondir sur la notion de taux d'effort, en fait, c'est la capacité qu'on va avoir, c'est le temps qu'on va mettre entre nous et l'information ou tout simplement l'action qu'on veut mener. Donc, dès le moment où on sent que... Allez, trop d'efforts. Oui, on abandonne, on lâche vite, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des systèmes où, par exemple, Uber Eats, tu viens, tu commandes, tu arrives 15-20 minutes, ta commande, elle est prête. À partir du moment où on est dans un monde où on a une facilité d'accès à ce type de prestations, quel que soit le site, les gens vont exiger justement la même chose. Surtout avec Amazon qui nous l'ouvre dans la journée. Donc, c'est ça. Et voilà. Ou le lendemain ou plus tard. Exactement. Donc on est aujourd'hui obligé d'être présent pour revenir sur la notion de canal, d'être présent sur tous les canaux et de les optimiser tous. Donc téléphone, mail, réseaux sociaux, sites, tout doit être optimisé. Alors j'aimerais rebondir parce que je pense pas qu'il faille être présent sur tous les canaux de communication. Ça par contre ça peut être dangereux. Une entreprise doit être présente sur les canaux de communication que son client idéal veut utiliser. C'est-à-dire, parce que ça peut faire peur, se dire, là, les personnes qui nous regardent disent, ouais, je vais aller sur YouTube, sur LinkedIn, sur... Non, il ne faut pas s'éparpiller parce qu'au contraire, on risque de ne pas cibler les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que déjà, étudier son client idéal, connaître sa cible, qu'est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle aime être sur Instagram, est-ce qu'elle aime être sur YouTube, et surtout quand on démarre, choisir un seul canal, un seul réseau. Bien le gérer et après s'étendre. Un seul réseau, bien le gérer. Moi, il y a un canal par contre qui est indispensable, de toute façon il est obligatoire aux yeux de la loi quand on a un business dans le digital, c'est l'email. On doit proposer au minimum le contact par adresse email, que ce soit pour des informations avant, pendant, après la vente. Et ensuite, voilà, choisir un autre canal de communication ou deux autres, ou si c'est tous, parce que voilà, on peut taper dans la masse et on a un produit qui touche énormément de monde, on peut être partout, ça va demander beaucoup plus d'efforts en termes de marketing, de création de contenu et en termes de customer care. Donc plus de moyens humains et financiers. Plus de moyens humains et financiers. Donc au départ, vraiment choisir, même si c'est un seul, mais le faire bien et que l'expérience dessus, elle soit géniale. C'est ça. Mais il faut simplement se dire, si je choisis des canaux de communication, je fais le choix conscient que c'est parce que ça touche ma cible, que c'est le canal qui lui plaît et que je vais mettre le paquet sur ces canaux-là. Et est-ce que justement le fait que les personnes soient sur plusieurs canaux, c'est pas finalement une erreur que l'on commet quasiment tous, c'est se dire il faut que je sois partout pour fidéliser un maximum de personnes? C'est effectivement quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi ? Parce que chaque canal a ses codes. On ne va pas parler de la même façon sur Instagram qu'on va parler à quelqu'un sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai pu échanger sur ces dernières semaines qui font cette transition. Soit ils sont sur Instagram, ils vont sur LinkedIn, ou encore LinkedIn, Instagram. Ceux qui sont sur LinkedIn et qui vont sur Instagram abordent Instagram d'une manière très professionnelle, ce qui parfois peut être mal vu, pas mal perçu. Il faut manquer d'authenticité. Exactement. C'est quelque chose qui va être vu comme très corporate. Alors que ceux qui sont sur Instagram, quand ils vont arriver sur LinkedIn, des fois c'est un petit peu trop friendly, c'est un peu trop de lifestyle. Mais c'est ça, exactement. Non, LinkedIn, c'est mon cas. et justement, le fait d'être sur tous les canaux, ça, comme Dorian le disait, ça demande un effort supplémentaire puisqu'il y a une réflexion à avoir. C'est-à-dire qu'on va pas un post qu'on fait sur Instagram, même si on veut parler du même sujet, c'est pas pareil. Il sera copyrighté d'une manière différente. Il sera peut-être pensé d'une manière différente, et l'inverse aussi. Donc c'est effectivement un effort supplémentaire, une difficulté supplémentaire, et c'est potentiellement se mettre aussi à nous-mêmes des bâtons dans les roues, concrètement sur le développement de l'entreprise. Et je trouve que Dorian a totalement raison sur le fait l'idée n'est pas de couvrir tous les canaux, l'idée de couvrir tous les canaux que notre client nous demande. Si notre client nous demande d'être principalement sur Instagram, ça ne sert strictement à rien de se dire je vais commencer à faire du YouTube parce que nous on a envie de faire du YouTube. Si on ne le touche pas par là, il reste sur Instagram. Ok. Et quel impact ces erreurs ont-elles sur le comportement, enfin quand j'ai les erreurs, c'est vraiment dans sa globalité, sur le comportement d'achat des consommateurs? Je vous parle de ça parce que, toujours selon mes recherches, donc selon Zendesk, il y a 46% du coup, des consommateurs qui changent leur comportement d'achat 2 ans après une mauvaise expérience de service client. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? J'ai du mal à comprendre la statistique. C'est-à-dire qu'après une mauvaise expérience client, ils changent de comportement d'achat 2 ans plus tard. 46, alors, je relis, selon Zendesk, 46% continuent à changer leur comportement d'achat 2 ans après une mauvaise expérience de service client. Ouais, j'ai mieux compris. C'est-à-dire que ça les impacte pendant 2 ans après. C'est ça.
Mais ça ne m'étonne pas. Moi-même, en tant que consommatrice, je sais que si j'ai une mauvaise expérience quelque part, exemple dans un restaurant, ensuite, ma façon de choisir les restaurants va totalement changer. Ils font 2 ans, c'est gentil. Moi, je pense que c'est un truc qui reste ensuite... je tairai le nom, mais j'ai eu un événement où ça s'est mal passé et jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à le digérer. Et c'est vrai que je suis devenue beaucoup plus exigeante dans le choix des événements auxquels je participe. Des événements ou parce qu'elle parlait de restaurants? Ouais, parler de restaurant, mais moi j'ai vécu une mauvaise expérience à un événement. Un événement, donc, d'accord. Je tairai le nom quand même. Non mais attends. Déjà on m'a blacklisté. Enfin, comment ça, un événement? C'était au niveau du traiteur, la façon dont tu as accueilli à l'événement? En tout cas, il y a eu un événement auquel j'ai participé, ça s'est très mal déroulé. C'était leur première édition. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que déjà, je le garde encore en travers de la gorge. Il y a 2 ans après. 2 ans après, effectivement, je suis devenue beaucoup plus exigeante sur mes attentes sur les événements. Et je vais avoir je vais être plus regardante sur le choix des événements auxquels je vais participer. Ok. Oui, 2 ans. Mauvaise expérience comme ça. Je pense qu'on en a tous eu au moins une. Sinon, on n'aurait pas notre métier, notre merveilleux métier, et tout se passerait correctement. Moi, c'est plus sur un aspect hôtelier, dans l'hôtellerie, le tourisme. Alors, je l'ai vu. Anciennement, à côté de mes études, je travaillais en hôtellerie, réceptionniste, et c'est quelque chose que j'appréciais. Et j'avais déjà ce goût de toujours donner le maximum aux clients. C'est quelque chose qui m'a démarqué très vite de mes coéquipiers et pour lequel on m'a demandé d'évoluer. Mais ce goût n'est pas partagé par tous. Et ce qui fait que lorsque je suis parti dans un hôtel où je m'attendais à ce que ça soit top qualité parce qu'il y a des étoiles, des fois, c'est des faux avis. Hein. Alors, non, je parle même pas des avis, je parle des étoiles de l'hôtel. De l'hôtel même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a donné à l'hôtel 2, 3, 4 étoiles, et là, c'était sur un 4 étoiles. Donc, moi, naturellement, je travaillais dans un 4 étoiles, je me suis dit... Ça va être pareil, le même standing. C'est ça, c'est que vu comment je me donnais, franchement, on se donnait corps et âme pour que le client, je me rappelle, j'avais couru tout Montmartre pour trouver un bouquet de roses pour des clientes, parce qu'en fait, elles avaient un superbe événement, il fallait embellir la pièce, il manquait des fleurs. J'ai descendu toutes les marches de Montmartre en courant pour... Ça, c'est une preuve de dévotion. Complètement. Si vous visualisez les marches de Montmartre, sachez que je l'ai fait aller-retour en courant. Oui, et j'ai utilisé mon propre argent. C'est même pas l'hôtel, c'est-à-dire que je l'ai fait de ma propre initiative, mais je voulais vraiment donner la meilleure expérience possible. Ajouter ce petit plus. Cet événement a été négligé par mes responsables parce qu'ils ne connaissaient pas forcément les réseaux sociaux. Mais je leur disais, non, attention, là, on parle quand même à une communauté d'influenceuses. C'est entre 50 et 100 000 personnes. Il suffit juste qu'elles disent « j'ai passé un superbe moment » et ça nous rapporte. Donc, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose, je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Mais arriver dans un 4 étoiles où on m'a accueilli exactement comme j'aurais été accueilli, par exemple, sur un Airbnb lambda, et encore, il y a certains Airbnb où on est super bien accueilli, je trouve. Là, ça m'a cassé. Et je me suis dit, concrètement, aujourd'hui, quand je vais sélectionner un endroit où je vais résider pour du tourisme, je vais plus me fier à il y a 4 étoiles, donc égal gage de qualité. Maintenant, je vais tout regarder. Je regarde chambre d'hôtel, je vais regarder camping, tente s'il le faut, mais je regarde vraiment tout et c'est toujours sur la notion de stats. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train de regarder les avis. Oui. Donc, moi qui ne le faisais pas avant, je regardais juste, on va dire, le standing. Si moi, c'était beau et voilà, ça moi, ça me correspondait. C'est un piège des fois. Maintenant, je regarde vraiment tout. Je regarde ça de manière 360 parce que, et ça, on parle de ça, c'était il y a 6 ans pratiquement, cette expérience-là. Donc là, ça va plus loin que 2 ans. Comme tu dis, en fait, ça te marque à vie, je pense. Ça marque concrètement. C'est genre la bonne leçon qu'on retient et qu'on va ensuite appliquer dans notre vie. Moi, j'étais dans un 5 étoiles et ça s'est mal passé. Ils te vendent du 5 étoiles. T'arrives au comptoir, la nana qui t'encaisse, elle est au téléphone. C'est peut-être un manque de discipline. Elle est peut-être au téléphone en cachette aussi, parce que le patron n'est pas là, tu vois. Il y a beaucoup de facteurs à prendre sauf que cet établissement, sur Google, il était très bien noté. Donc moi, ce jour-là, en plus, comme par hasard, ce jour-là, ils ont fait l'erreur d'envoyer quelqu'un qui était là pour prendre l'avis des clients qui participaient au brunch. Et là, moi, je leur ai mis 2,5.
Et tellement ils n'avaient pas l'habitude d'avoir cette note-là, le directeur de l'État... Non, il est descendu. Ah ouais, carrément. Il est descendu. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais vous me vendez un service 5 étoiles, sauf que la qualité du service n'est pas à la hauteur de votre positionnement. Mais des fois, pour moi, les avis, c'est faux parce que pour avoir été en stage, le patron, des fois, il nous disait, en gros, créez des comptes et mettez des avis. C'est pour ça que les avis, parfois, moi, beaucoup d'entreprises ont recours à ça aujourd'hui. De l'entreprise. Beaucoup d'entreprises ont recours à ça aujourd'hui. Et beaucoup d'entreprises, tu vois les avis, c'est faux. J'aimerais vous présenter Sabrina, donc, qui est la fondatrice de l'entreprise Ta Vie Intérieure. Donc Sabrina est architecte d'intérieur et cela fait 3 ans qu'elle met à disposition son savoir-faire pour démocratiser l'architecture d'intérieur. Donc elle est en capacité d'aménager tout type d'espace, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc tout dépend du projet. Et donc en premier lieu, à l'aide de photos et vidéos, elle redessine l'espace en 3D, ce qui permet aux clients de se projeter et de voir le résultat avant d'entamer les travaux ou faire de grosses dépenses. Puis, elle envoie ces images 3D de l'espace aménagé et une shopping list des produits utilisés avec les liens, les magasins, etc. Et donc, je vais vous montrer quelques avant-après. Alors, pour le premier exemple, donc, comme vous pouvez le voir, c'est une maman qui voulait aménager la chambre de ses enfants, plus précisément les petites filles. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a vraiment retravaillé toute la structure, tout le mobilier a changé, les couleurs, etc. Ensuite, pour le deuxième exemple, donc il s'agit d'une façade en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sabrina propose ses services en Afrique et en Europe. Donc là, c'est un couple qui a fait appel à ses services pour la façade de leur maison qu'ils sont en train de construire. Donc là, c'était uniquement un plan sur 3D. Pour l'exemple 3, donc Sabrina là, a aidé une personne à Bamako qui ouvrait un restaurant chicken. Elle est donc intervenue sur la création d'une identité visuelle et l'aménagement du restaurant. Et enfin, pour le dernier exemple, c'était cette fois-ci pour une mosquée, mais sauf que là, le travail a débuté uniquement par un plan, donc il n'y avait pas de projection 3D. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sabrina propose des offres de coaching, déco et aménagement. Par contre, ce n'est que du conseil, donc il n'y a pas de projection en 3D, mais vous repartez quand même avec une shopping list. Et donc, si vous souhaitez faire appel au service de Sabrina, n'hésitez pas à la contacter par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Donc, je vous ai présenté cette architecte parce que, comme je l'ai dit, elle propose ses services en Afrique et en Europe. Et moi, j'aimerais savoir, selon votre expertise, comment s'adapter et proposer un service client de qualité quand justement on a une activité qui nécessite d'avoir un pied du coup dans un ou plusieurs continents. Pour s'adapter dans ces cas-là, qu'on travaille sur 2 pays différents, c'est qu'on a 2 cibles, parce qu'on a 2 cibles totalement différentes. Mon conseil, moi, c'est de revenir encore une fois à son persona, à la définition de son client idéal, parce que là, c'est vraiment 2 cibles. Donc, ma cible 1 en Europe, ma cible 2 en Afrique. La cible 1, de quoi elle a besoin, de quoi elle a envie, comment je crée l'expérience pour elle, quels sont les tarifs que j'adapte pour elle, etc. Et ma cible 2 en Afrique, pareil, c'est quoi les différences, les besoins, etc. Comment je peux adapter mes offres à ses envies et à ses attentes à elle. Et c'est comme ça, à mon sens, parce que ce serait une erreur d'uniformiser et de vouloir faire la même chose pour les 2 cibles, parce que ça ne répondrait pas à leurs besoins ni à leurs attentes. Donc vraiment retravailler ces cibles et proposer 2 expériences différentes, des produits différents pour s'y adapter. Okay. Pour aller dans le même sens que Dorian, on a vraiment en fait 2 univers complètement différents, 2 environnements qui sont totalement différents. Et en fait, le plus important va être de vraiment comprendre ce que la personne vit dans son quotidien, donc ce qu'il y a autour d'elle, et potentiellement en fait ce qui va changer, ce sera peut-être pas les mêmes fournisseurs en Afrique qu'il y aura en Europe, les difficultés que la personne va rencontrer en Europe ne seront pas les mêmes que la personne va rencontrer en Afrique et vice versa. Donc ce sera vraiment en fait de se concentrer réellement sur la cible 1, la cible 2, de quoi elle a besoin, quel est son vécu, quelles sont les émotions à lui procurer pour son environnement et vraiment adapter la chose à ce qu'elle vit, à ses attentes et potentiellement, tu parlais aussi du prix, adapter une notion... Le prix en fonction... exactement. Ouais. Ok, donc il y a un vrai travail de recherche à faire. Qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter en plus? Ce que je pourrais compléter sur ce qu'ils ont dit, c'est que déjà, la première des choses aussi, avant tout pour moi, c'est vraiment de comprendre, en tout cas de se renseigner sur les habitudes et les mœurs, sur la culture du pays dans lequel on a notre projet. Ça, c'est indispensable. C'est vraiment une chose que j'ai retenue de mes cours de management.
c'est que quand tu arrives dans un pays, comme ma mère elle me disait, quand tu arrives dans un pays, tout le monde marche sur un pied, toi aussi marche sur un pied, fonds-toi dans la masse, tout simplement. Et pour ça va être faire des recherches. On a les sites institutionnels qui aident beaucoup, qui nous donnent les habitudes, les mœurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a également les repats et les expats qui sont déjà sur place. Ne pas hésiter à rentrer dans ces réseaux-là, rencontrer des personnes et prendre des informations. Ok, et bien sur ces belles paroles, on se retrouve dans un instant, juste après la page de pub. À tout de suite. So much love in the air, oh, 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 oh. Smiling faces everywhere, oh, 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 oh. So much love in the air, oh, 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 oh. In this air, love in the air. Another day we come out for God to celebrate, we pray together. Another day is blessing we spread all over mankind. We gonna reach out. De retour dans l'analyse So avec notre Dougou Chigi. Comment tu vas? Toujours bien, et toi? Moi, ça va super. Dorian, Wallace? Ça va. Toujours au top. Bien installé, vous êtes hydraté, etc. Ouais. Ok, on continue. Donc, on a abordé les avis, on va dire, négatifs. Un avis négatif. Et moi, maintenant, on a vu que c'est vrai que dès qu'il y a un avis négatif ou une mauvaise expérience, ça reste très, très, très longtemps, on va dire, dans notre conscience. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que les interactions positives ont-elles un impact aussi long que les négatives, selon vous? Là, j'aurais pas de statistiques pour te prouver le truc scientifiquement. Mais si je dois prendre mon expérience, même l'expérience de mes clients et de leurs clients, donc, quand on vit une belle expérience, que déjà le produit ou le service dans lequel on investit, il nous apporte les résultats qu'on veut. Déjà, ça, c'est la base. Mais qu'en plus, l'expérience est excellente, l'avantage de dingue, c'est que le client reste. Les gens, nos clients ou vos clients, ils ont pas de temps, comme nous. Ils n'ont pas trop de temps. Ils vont pas aller se casser la tête à chercher une autre entreprise s'ils sont bien chez vous. C'est ça. S'ils ont les résultats, s'ils ont l'expérience. Donc, la fidélisation, c'est une des belles conséquences, surtout de l'expérience client. C'est que les gens vont se dire, là, je suis bien accueilli, j'ai une expérience de dingue, j'ai des petits avantages. Quand on parle des avantages fidélité, voilà, ce genre de choses, j'ai des petits avantages en plus. Là, je prends mon exemple à moi. Je suis fan de cosmétiques. Alors vraiment, vous êtes dans ma salle de bain et puis je peux vous conseiller quand vous voulez, bref. Et donc, j'aime bien explorer différentes marques de cosmétiques, etc. Mais par exemple, pour tout ce qui est cosmétique bio, j'achète toujours dans la même boutique, dans la même marque sur Internet ou que ce soit en magasin physique parce qu'on est toujours bien accueillis. Si on a une question, il y en a un live chat, il y a toujours quelqu'un qui nous répond. Quand on commande, on a une accumulation de points. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a une petite remise, une petite réduction. Un jour, ils m'ont envoyé une box avec genre 25 produits comme ça, sans action de ma part. Mais en fait, ils m'ont gardé pour la vie. Donc, dès que j'ai besoin, pour moi, pour ma fille, pour la maison, de produits bio, je vais chez eux tout de suite. Je ne me pose même pas la question de me dire je vais chez quelqu'un d'autre. Ok. Ah non, mais ils ont tapé gros là avec la boîte de 25 produits. Ouais. Comment ne pas rester, franchement. Et toi, voilà, du coup pour ma part, c'est un peu sur la même base que Dorian, donc c'est purement de l'expérience personnelle. Le fait de voir justement qu'on vit une expérience qui est très positive nous permet d'être ancré au sein de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis très fan de psychologie, de neurosciences, etc. Et je sais qu'on en parlait tout à l'heure, le fait de procurer une émotion positive, scientifiquement, dans notre fort intérieur, en fait, il y a des réactions chimiques qui se déroulent. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va entendre, voir, sentir
la marque en question, l'entreprise en question, il y a cette chose qui va se développer en nous, cette fameuse réaction chimique. C'est un point d'ancrage, on en parle des fois en PNL, un point d'ancrage qui va se créer, qui va faire en sorte que tiens, on voit le nom de cette entreprise, tout de suite, c'est cette émotion positive qui revient. Et tout à l'heure, on parlait de certaines marques. Chacun, on a parlé de certaines marques. En soi, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, elles ont reçu une pub d'une certaine marque parce que quand on a une émotion qui est positive, on en parle naturellement. On en parle naturellement. On a par exemple un bon film qu'on va regarder. Quand le film est de top qualité, première chose qu'on fait, déjà toutes les personnes qui sortent du film en parlent. T'as vu. Et puis ceux qui sont devant le ciné, qui allaient voir un autre film, combien étaient en mode je regarde mon ticket et finalement est-ce que je vais vraiment y aller? Ils sont tellement hypés sur le... Bref, l'expérience en fait, elle est tellement positive que ça se ressent et en fait on ne contrôle pas ça, mais quand on vit une émotion positive forte, on a besoin, on n'a pas envie de garder ça pour nous, on a besoin de l'exprimer, de le partager. Et on le partage à la famille, les amis, etc. Et en fait derrière c'est de la fidélisation sur du long terme, comme Dorian le disait. Après quand on a ce genre d'attention, on n'a pas envie de partir. Ah là, ils ont eu d'or. Ah là, ils ont d'or. Je n'achète pas de cosmétiques, mais je veux ma box. Si, t'es chez Rituals. Ah oui, mais... Ah, bon, ok. Je pourrais te conseiller si tu veux tout à l'heure. Non, mais franchement, c'est complètement ça. L'expérience client, c'est les émotions positives. Et pour moi, je dis toujours, les émotions positives, en fait, ça crée des souvenirs. Et les souvenirs, c'est éternel. Et de l'endorphine aussi. Ce que disait tout à l'heure, là, c'est ça. C'est l'hormone du bonheur, quoi. On peut clairement avoir cet effet-là. Un souvenir, c'est éternel, et pour moi, c'est ce qui, dès lors où l'émotion elle est positive, l'expérience elle est positive, on va s'en en fait, souvenir, c'est un souvenir. Finalement, tu vas toujours t'en souvenir, et justement, comme tu disais, tu la partages. Et moi, pareil, quand ça se passe bien, je ne bouge plus. Et je recommande. Moi, la plupart des prestataires avec lesquels je travaille, des fois, j'arrive à ne plus payer ou je paye des tarifs très abordables parce que je suis tellement satisfaite. En fait, je recommande à ceux qui disent merci. En fait, tu fais bien ton travail. J'en suis satisfaite, donc je dois le dire. Parce qu'on aime bien dire quand ça va pas, mais quand ça va pas, mais il faut dire quand ça va. Carrément. Exactement. Mais là, j'aimerais parler un petit peu de digitalisation. Il me semble qu'on a légèrement abordé le sujet. Parce qu'on a bien vu que depuis la crise du Covid-19, on a vu que si on n'était pas très axé digital, ça pouvait porter préjudice à notre entreprise. Et selon vous, est-ce que du coup la crise du Covid-19 a-t-elle apporté un plus au Customer Care? Pour moi, totalement. Pour moi, ça a apporté un plus. Pourquoi ? Parce que certaines entreprises se sont rendues compte que leur parcours client était réfléchi uniquement à quand on va dans la boutique. Malheureusement, le Covid a fermé des entreprises, a fermé des business parce que il n'y avait pas de réflexion sur l'aspect. Si demain il y a une personne, j'en sais rien, même sans Covid, mais si une personne ne peut pas se déplacer mais qu'elle est intéressée par mes services, comment je peux quand même la délivrer ? Comme cette question ne s'est pas posée avant le Covid est arrivé et leur a fait se poser cette question. Malheureusement pour certains, ça a été synonyme de fin d'activité, mais ça a montré en fait à certaines entreprises qu'il y a limite une obligation à être présent. Aujourd'hui, on est sur un monde qui est totalement digitalisé. Donc, c'est quand même très important. Après, ça ne leur a pas montré de la meilleure des façons, mais bon, c'est comme ça. Mais pour moi, effectivement, il y a vraiment une nécessité à être présent sur le digital. Après, on en parlait tout à l'heure de tout ce qui est canal. Il faut pas s'éparpiller, encore une fois. Il faut vraiment être focus sur ce que nous demande notre client. Mais aujourd'hui, il y a une volatilité, il y a de la concurrence, il y a une nécessité à avoir un service rapide, efficace et de top qualité. Et pour ça, la plupart du temps, on est obligé de passer par le digital. Moi, je remarque un avant et un après Covid dans le monde digital, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là depuis pas mal d'années maintenant, par rapport au niveau d'exigence des consommateurs. Donc, que ce soit des personnes qui allaient en boutique ou qui étaient déjà consommateurs de digital, pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont mis ou remis à consommer sur Internet et qui se sont rendus compte à ce moment-là de toutes les failles que les e-shops avaient. Voilà. Et donc, maintenant, mais que ce soit dans n'importe quel milieu, dans le milieu du coaching, de l'infoprenariat, des produits digitaux ou des produits physiques, peu importe, le niveau d'exigence, là, surtout cette année, en 2023, au niveau du marché, on le ressent énormément. Les gens sont beaucoup plus exigeants
d'un côté, moi, je trouve ça bien. Non, mais parce que ça fait un petit peu le tri aussi. Heureusement, malheureusement. Mais voilà, il y a un level up d'exigence de la part des consommateurs en mode, ouais, ok, je vais acheter telle ou telle chose sur Internet, mais c'est pas parce que c'est sur Internet que je veux pas vivre quelque chose de sympa comme quand c'est en boutique ou voilà. Avec la multitude d'informations aujourd'hui, ça alimente l'exigence justement des consommateurs. Avant en boutique, c'était plutôt un feeling, un ressenti, l'expérience, c'était direct. Voilà, c'était du direct. Souvent, on était capable d'acheter. Moi, ça m'est déjà arrivé. On était capable d'acheter parce que le vendeur. On a eu un très bon feeling avec le vendeur. Je suis pas spécialement un grand fan de sneakers, donc les sneakers, visuellement ça me plaît, mais en consommer après, je reste toujours un petit peu réticent. Et pourtant, je me suis retrouvé une fois dans une boutique, comme d'habitude, juste à regarder parce que j'aime les voir, mais c'est pas spécialement pour les porter. Je me suis fait closer. Et c'était mais ça, moi, je suis comme ça. Hein. Franchement, moi, on peut m'avoir trop facilement. J'ai acheté un bavoir une fois 20 €. mais c'est pour montrer en fait que voilà, il y a ce feeling quand tu es en physique. C'est important. Quand tu n'es pas en physique, c'est comme tu le disais, Dorian, en fait, c'est cette même émotion que tu as envie de ressentir. Tu as envie d'avoir ce feeling, d'avoir un minimum, même si parfois pour certains c'est compliqué, mais de se dire qu'au minimum, on a envie d'avoir une présence humaine derrière un écran. Quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et le Covid l'a montré et les gens aujourd'hui se disent voilà, je veux avoir une expérience, même si c'est juste pour cliquer, mais quand je veux cliquer, mais de la bonne façon. Et là, maintenant, il y a quelque chose c'est des petits détails, mais tu parlais tout à l'heure de la livraison d'Amazon. Juste le fait de swipe et qu'après directement, ça veut dire que tu as payé, ça change de toutes les plateformes qui te demandent de mettre dans ton panier, aller dans ton panier, confirmer ton panier, savoir si tu veux quelque chose de complémentaire. Oui. Tu vois, rien qu'en le disant, je t'ai fait une liste de choses à réaliser. Tu viens, t'achètes, tu swipes. Et tu peux déjà passer à un autre... C'est totalement ça. Et surtout qu'on parle de Covid, mais je pense que ce qui accentue encore plus l'exigence des gens, c'est cette crise économique qu'on est en train de vivre, cette guerre. C'est-à-dire que les gens sont plus regardants sur leurs dépenses. Et moi, la première, moi je dis, on gagne encore plus difficilement notre argent. Donc forcément, tu vas être plus exigeant. Tu vas le donner, le dépenser. C'est vrai. Donc prenez soin de vos clients, de nous plus. Ok, mais tu vas poursuivre vu qu'on va passer à la rubrique les conseils de Dougou Chigi. En plus, il y a ton beau t-shirt là, montre-nous, Dougou Chigi. En exclusivité, bien évidemment, dans Anaïdiso, vu que nous, on a toujours des exclus. Quel conseil tu pourrais nous donner ou nous partager ton avis sur le Customer Care et par rapport à tout ce que nos experts viennent de dire? Déjà, moi, je vais d'abord m'adresser à toutes les personnes qui accompagnent les porteurs de projets. Vous travaillez beaucoup le persona, la communication, le marketing. S'il vous plaît, intégrez le travail du parcours client. S'il vous plaît, c'est super indispensable parce que je me rends compte que parce que justement, on ne travaille pas cette partie-là, même si c'est bien le porteur de projet se lance, le fait qu'il n'ait pas travaillé son parcours client fait qu'il y a un moment donné, il va se retrouver face à des choses qu'il n'avait pas anticipées. Parce que comme j'aime le dire toujours, le fait de mapper, donc de cartographier son parcours client, c'est ce qui va permettre en fait de savoir où sont les points de contact, en tout cas, quelle émotion négative pourrait vivre le client à un point de contact. Et justement, comme il n'y a pas ce travail-là qui est fait, malheureusement, après le lancement, souvent, on se retrouve face à des choses auxquelles on n'avait pas anticipé. Et malheureusement, c'est qui paye en premier? C'est le client. Donc vraiment, les accompagnants, donc les coachs, les formateurs et toutes ces personnes autour des porteurs de projets, vraiment intégrer dans vos accompagnements cette phase de parcours client. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez des experts qui sont là pour ça, pour vous aider à faire cette cartographie. Parce que quand on parle de parcours client, c'est pas juste de façon orale, c'est vraiment de faire la cartographie de ce parcours client. Et ceux qui sont déjà lancés, prenez ce temps de cartographier votre parcours client. Indispensable. Parce que ça va vous permettre d'avoir des process, en fait. Et sans process, en fait... je vais m'arrêter là. Il ne faut juste pas casser la table. Et merci beaucoup, Tasta, pour cette magnifique rubrique, donc les conseils de Dougou Chigi.
Alors, on avait parlé d'entrepreneuriat parce qu'on sait que la relation client est extrêmement négligée dans ce milieu-là. Et j'ai un autre chiffre. J'ai fait de bonnes recherches. Donc, selon l'ESCDA, 88% des consommateurs accordent une très grande importance à la qualité de la relation client avant de se lancer dans un achat. Comment expliquez-vous que dans l'entrepreneuriat, en fait, ça soit autant négligé? Tout à l'heure, on avait abordé un petit peu le sujet du mindset, de la posture de chef d'entreprise, etc. En fait, il y a un truc déjà qu'il faut souligner, c'est que une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est hyper courageux. C'est hyper courageux. La personne, on est passé par là en plus, donc on peut le dire, on fait plein de choses en même temps. La liste de tâches, c'est impressionnant. Donc, dans l'esprit, à mon avis, de la plupart des entrepreneurs, ils priorisent, parfois pas de la bonne façon, leurs tâches. Ça, c'est plus important, je vais le faire en premier. Et souvent, le customer care, il se retrouve en bas de cette liste de tâches. Et pour avoir fait... moi, j'ai jamais fait cette erreur sur le customer care, mais moi aussi, j'ai mal priorisé ma liste de tâches quand je me suis lancée. Forcément. J'ai fait passer, par exemple, je passais des heures à refaire mon site internet, alors qu'au final, on s'en moquait un petit peu. Enfin, voilà. Donc, et d'un côté, j'aimerais déculpabiliser en disant c'est normal que dans les premiers temps, on n'y pense pas si personne nous l'a dit. Si on ne connaît pas Wallace, si on ne connaît pas moi, quand on passe sur nos contenus, c'est normal que ce ne soit pas forcément instinctif parce que la charge mentale, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, elle est hardcore. Si en plus on rajoute une vie de famille à côté, des enfants, des choses à penser, alors là souvent, voilà. Donc, dans un premier temps, c'est ok, c'est pas grave, si au début il y a des petites erreurs de fait. Mais dans un deuxième temps, c'est quand même important de prendre cette posture de chef d'entreprise et à un moment donné, quand selon nous nos priorités sont faites, de se dire ok, je prends du recul, j'observe les choses, il manque pas quelque chose, il manque pas un petit truc, et c'est là souvent à ce moment-là qu'on se dit ok, le parcours client, l'expérience client, etc. Ça c'est quelque chose, il faut que je le travaille. Et j'ai oublié le début de ta question. Je me suis emballée. Pourquoi c'est autant négligé? Pourquoi c'est autant négligé? Voilà, à mon avis, c'est pour cette raison que c'est autant négligé. C'est simplement la charge mentale et le fait que, en francophonie aussi, quand tu regardes par exemple les formations de l'État, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, ils ne te parlent pas de la relation client. Ils ne parlent que de se lancer en fait. Ils parlent de la compta, ils parlent que de se lancer. De bien déclarer ton chiffre d'affaires. Ça, par contre, on n'oublie pas de te le dire. Complètement. Et en fait, personne ne dit à quel point c'est important. Okay. Il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte, à mon avis. C'est une stat qui est négligée sur l'aspect mindset, comme Dorian le disait. On a une multitude de tâches, une charge de travail, une charge mentale qu'on doit assumer en tant que néo-entrepreneur. Et c'est vrai qu'avec cette charge mentale, c'est parfois compliqué de se poser aussi les bonnes questions. Surtout qu'on peut parfois être seul quand on se lance. Donc c'est important déjà dans un premier temps de se faire accompagner des fois quand on démarre. Maintenant, pour rebondir sur cette notion d'accompagnement, faire attention aussi par qui on se fait accompagner. Et tu... Ah, j'ai vu les yeux. Attention. Alors, encore une fois, disclaimer, rien contre les coachs. La chose, c'est que, par exemple, moi, j'aime bien appeler ma communauté les justiciers. Je définis en fait cette notion de justice. Pourquoi ? Parce que si vous nous regardez, que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, que vous vous faites coacher par quelqu'un, rappelez-vous en fait que vous êtes lancé pour une certaine raison, pour avoir échangé avec beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes. Quand on se lance, c'est toujours des beaux mots. Je me suis lancé pour la famille, je me suis lancé en quête de liberté, pour apporter quelque chose, laisser mon empreinte, laisser ma... Bref, il y a toujours des mots qui sont... Vraiment, ça touche. C'est quelque chose au niveau émotionnel, c'est très touchant. Moi, je dis il y a beaucoup d'ego aussi. Mais derrière, moi, ce que je constate, c'est que à partir du moment où il y a la notion financière qui rentre en compte, là, c'est le drame. Finalement, il y a certaines valeurs, alors peut-être que la personne va garder ses valeurs, mais elle va peut-être se poser moins de questions. Elle va plus prioriser la notion où il faut que je rentabilise, puisqu'il y a une pression aussi sociale. Certaines fois, par exemple, pour ma part, et je crois que c'est celle de Dorian aussi, on a quitté notre emploi. Potentiellement, il y a la famille qui nous regarde en disant tu joues à quoi là? À quoi tu joues? Donc, il y a une sorte de pression où on se dit, dans un sens, je le fais pour moi, mais je dois quand même montrer que je suis capable d'assumer et j'ai fait le bon choix. Donc, quand il y a ça, il y a la pression sociale, avoir une vie de famille, lancer son activité, on se dit souvent que la priorité, c'est, dans un premier temps, aller chercher mes premiers clients. Mais on oublie
une chose, c'est oui, je vais chercher mes premiers clients, mais qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a notre client, c'est maintenant qu'on doit réfléchir à ce que je lui apporte. Non. Et c'est très négligé parce qu'on a une désinformation, il y a un côté de culpabilité, on en parlait au début, où on cherche à nous faire croire que les seuls résultats probants, c'est les chiffres. Malheureusement, c'est pas ça. Et si on doit penser réellement comme un entrepreneur, il faut vraiment que les gens pensent en termes de chef d'entreprise et pas vendeur de formation, pas de coaching. En fait, une vision d'entreprise, c'est-à-dire que la vision que peuvent avoir des grandes enseignes que l'on connaît, on ne leur demande pas d'avoir un conseil d'administration et de mobiliser 10 personnes, mais tout simplement de réfléchir comme un entrepreneur et pas un vendeur de formation. C'est-à-dire que quand ils apportent quelque chose, il y a une culture d'entreprise. Et moi, il y a quelque chose que je dis tout le temps en story, et maintenant on me dit je fatigue les gens, c'est trust the process. Tu parlais de process. Pour moi, tout est une question de process. Et en fait, dans le customer care, c'est une question de process. Chaque process doit être optimisé. À partir du moment où on a compris ça, on se pose les bonnes questions. Mais c'est autant négligé parce qu'il y a une pression, il y a un manque d'informations. On parlait aussi de l'État. Mais c'est OK, comme tu le disais, Dorian, c'est OK quand on démarre de pas spécialement tout avoir. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où vous nous connaissez, maintenant que vous nous connaissez, si vous entendez le mot si vous entendez, là maintenant... Non mais c'est très vrai ce que vous dites, parce que les gens, effectivement, comme j'aime leur dire, c'est que beaucoup travaillent dans leur entreprise, mais ne travaillent pas sur leur entreprise. Et moi, le conseil que je donne beaucoup à mes clients en consultation, c'est de se réserver une journée ou une demi-journée, si vraiment ils peuvent pas, pour bosser sur leur entreprise, en fait. Parce qu'ils ont la tête dans le guidon. CEO Day. Comme ça. Non, mais c'est complètement ça. Et pareil, il y a un moment donné, quand tu arrives à atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, si tu sais que tu n'as pas les compétences pour diriger, prends un DG. Parce qu'il faut comprendre une chose, ce n'est pas parce qu'on est fondateur de son entreprise qu'on doit être le dirigeant de son entreprise. Moi, je prends beaucoup l'exemple des entreprises cotées en bourse. La plupart des fondateurs ne sont pas les dirigeants. Il faut savoir que PDG, c'est aussi un statut de salarié. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est propriétaire de la société. Le plus important, c'est d'être actionnaire principal de son entreprise. Mais ce n'est pas parce qu'on est actionnaire principal qu'on doit en être le dirigeant. Donc, il y a un moment donné, là où on n'est pas bon, et pour rester expert dans son domaine, il faut savoir déléguer là où on n'est pas expert à des experts. Donc, très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à déléguer son customer care Tout à fait. On en ressent le besoin, parce que ça aussi, c'est une grosse erreur, c'est de se dire je ne peux pas déléguer mon customer care parce que mes clients, mon audience, vont pas être contents que ce soit pas moi qui réponde. Si tu as posé les fondations de ton entreprise par ta plateforme de marque, comme on en parlait tout à l'heure, normalement, tu n'as pas de difficulté à déléguer. Parce que la personne, en lisant ton guide de marque, en fait, elle va tout de suite comprendre ta vision, tes valeurs et l'ADN de ton entreprise. Et ça va être beaucoup plus simple. Mais les personnes, en fait, ils ont tendance à ne pas avoir de plateforme de marque. Ils délèguent de façon orale, parce qu'il n'y a pas de support. Donc, l'oralité, c'est que tu ne vas pas forcément retenir. Et les gens, ils veulent que les personnes auxquelles ils délèguent rentrent dans leur tête pour comprendre leur univers, leur marque. Et ils vont dire « Ah, le prestataire ou le salarié n'est pas bon. » Mais le problème, il part de toi. Ça, oui, c'est un point que souvent beaucoup oublient. Et selon vous, est-ce que c'est plus difficile de gérer la relation client en physique ou en ligne? Il y a des challenges et des avantages dans les deux. Pour avoir travaillé sur les deux, quand j'étais manager d'un customer care pour les cosmétiques, toujours on en revient aux cosmétiques, j'étais manager au niveau du customer care pour un réseau de 40 boutiques, mais aussi pour le digital. Et en fait, ça ne s'aborde pas du tout de la même façon. Parce qu'en physique, on a une facilité, c'est de pouvoir transmettre les émotions plus facilement, avec notre humeur, notre mood, notre façon de parler, etc. Donc, on a une facilité où, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser énormément d'outils, à part notre sourire, notre bienveillance, notre bonne humeur et la connaissance des produits, bien évidemment, qu'on veut vendre. Dans le digital, il faut des outils, il y a un intermédiaire, il y a un écran entre nous et la personne. Donc, pour arriver à transmettre ces émotions, il y a un petit peu plus de challenge. Par contre, en physique, le gros challenge, c'est l'épuisement humain. Oui. Pour avoir travaillé en boutique, parfois 8 heures, parfois plus d'affilée, les derniers clients de la journée, c'est beaucoup plus challengeant d'offrir la même expérience client parce que juste au niveau de ton métabolisme, t'es crevé, t'es fatigué. Donc voilà, il y a un challenge comme ça en boutique qui est différent. Dans le digital, on n'a pas de fatigue.
On n'a pas de fatigue, on a des bots, on a l'intelligence artificielle, on a plein de choses maintenant voilà, qui peuvent nous aider et supporter la relation client. Les challenges sont différents dans les deux, mais c'est totalement possible d'offrir... Et moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit quand tu parlais de boutique physique. En fin de journée, c'est plus compliqué pour un employé quand c'est en fin de journée. Et c'est pour ça en relation client, en expérience client, tous les services, tous les organes de l'entreprise sont concernés. Ouais. Que ce soit le service RH, ça c'est un exemple concret. C'est-à-dire que comment tu fais les plannings de tes équipes pour que chacun soit opérationnel quand il est en poste pour la relation client. Donc vraiment, tous les services sont impactés et sont concernés par la relation client. Il ne faut pas en faire une affaire que de la communication, que du community manager ou que du SAV. Non, ça concerne tout le monde à tous les niveaux. Carrément. Et pour répondre à ta question, donc digital ou physique, pareil pour moi, c'est des challenges qui sont totalement différents. Comme je le disais, j'ai fait de l'hôtellerie. Je le vois. J'aime énormément le physique, puisque je suis une personne assez connue pour être dans les énergies positives à chaque fois. J'aime danser, j'aime partager. Et c'est quelque chose, et je le sais, je suis très, on va dire, meilleur sur la partie physique. Par exemple, ça s'est déjà très, très souvent ressenti sur des événements que j'ai fait pour mes clients où j'étais tellement investi. Une fois, j'ai fait un event à la salle des Lumières, salon des Miroirs, sur Paris. Une très grande salle, donc c'est un budget quand même, c'est quelque chose. Et j'étais juste là pour m'assurer du bien-être de tout le monde. On m'a vu tellement au four et au moulin, on m'a serré la main et dit merci monsieur pour votre engagement, bravo pour cet événement. J'étais en mode lequel? C'est pas le mien. Mais donc en fait en physique, je sais que c'est très challengeant, mais j'adore ça. Mais comme le disait Dorian, par contre à la fin de journée, je me suis éteint mais d'un coup. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles venaient me poser des questions, en fait, soit j'ai délégué, donc j'ai dit à quelqu'un voici ce que tu dois dire, etc. Ou sinon je suis descendu, verre d'eau, s'aérer. Donc il y a l'épuisement humain qui fait qu'on n'aura pas la même performance à 8h qu'à 18h. Sur le digital, on a tous ces outils. On a maintenant l'intelligence artificielle. On a plein d'autres outils au-delà de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'optimiser notre productivité. La différence, c'est que par contre, on a effectivement cet écran. On a cette barrière qu'on doit casser. Faire justement ressentir cette émotion positive du physique, mais avec un écran. C'est là où est le challenge. Après, si je devais choisir, comme j'aime le physique, sur le physique. C'est de l'humain. C'est la base de notre métier, c'est l'humain. Donc j'aime énormément le physique, bien que en soi, après aujourd'hui, on est sur un monde digital et justement, c'est très challengeant de se dire que nous qui aimons énormément l'humain, c'est de ramener ce qu'on aime faire dans le physique, justement sur le digital. Et les deux sont en fait, à mon avis, les deux sont complémentaires aussi. Le futur, pour moi, du business, c'est plus que des boutiques physiques et des boutiques sur Internet. C'est fusionner les deux. C'est, tu vas dans un magasin, tu as juste à te donner ton nom, boum, sur Internet, tes points sont ajoutés, ton expérience client est optimisée. Voilà, tu vas en boutique, ils savent ce que tu as acheté le mois dernier sur Internet. Ah, cette couleur, est-ce que ça vous a plu? Ultra personnalisation. Et en fait, que les deux soient vraiment complémentaires pour que peu importe où le client met les pieds, que ce soit sur Internet, dans la vie réelle, l'expérience, elle est harmonieuse partout, quoi. Ça serait le top. Pour terminer avec l'entrepreneuriat, quels sont selon vous les inconvénients pour les entrepreneurs de ne pas gérer leur relation client? Alors, ne pas gérer la relation client, ça va bien évidemment à l'inverse de tous les points qu'on a cités auparavant. On a dit que l'expérience client, c'était bon pour notre chiffre d'affaires. On a dit que l'expérience client, c'était bon pour notre marketing, notre image de marque, la e-réputation. Ne pas le faire, c'est aller à l'encontre de tout ça. C'est ne pas le soigner, c'est potentiellement s'exposer à une très mauvaise image de marque. On le disait tout à l'heure, compliqué. Alors pas compliqué, mais ça met peut-être un peu plus de temps de construire une bonne réputation. Mais par contre, il suffit que 5 personnes passent dans notre établissement et aient vécu une mauvaise expérience. Que ça y est, c'est terminé. En l'espace de quelques minutes, c'est terminé. Pareil pour le marketing. Si une personne n'arrive pas à s'identifier aux valeurs de l'entreprise, elle est perdue, c'est flou. Donc naturellement, moi je m'identifie pas au message de l'entreprise, je vais voir le concurrent. Ça se trouve, des fois, le concurrent ne fournit pas peut-être le meilleur produit,
mais je me reconnais dans ce qu'il dit, dans ses mots, dans sa manière de le raconter. Au niveau du chiffre d'affaires, concrètement, ça coûte 6 à 7 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de le fidéliser. Donc, on parlait d'optimisation des coûts. Si quelqu'un est constamment focus sur la notion de aller chercher un nouveau client, elle délaisse les clients qui sont là. Justement là. Et pour moi, c'est une personne qui n'a pas une vision long terme. Parce que pour pérenniser son business, il faut penser à, aller sur un système d'acquisition pour attirer le client et aller chercher, on va dire, du nouveau. Mais il y a aussi l'aspect de, moi, mes clients, ils sont déjà là. Au contraire, c'est limite, je vais dire, eux que je dois prioriser pour les amener le plus loin avec moi. Donc, tous les points qu'on a cités comme étant des points positifs à l'expérience client, ne pas les travailler, c'est aller à l'inverse et s'exposer justement au grand danger de ne pas les faire. Ok. Le pire, c'est que c'est un cercle vicieux en plus, parce que même pour le bien-être de l'entrepreneur, ne pas gérer son customer care, déjà, c'est quoi ne pas gérer son customer care? C'est par exemple ne pas répondre sur ses réseaux sociaux, lâcher des vues, ou alors répondre mal. Par exemple, quelqu'un qui nous dit bonjour, c'est quoi le prix de telle et telle chose? Bonjour, c'est 200 €. Par exemple, et pas aller plus loin. En fait, mal gérer son customer care, c'est un gros cercle vicieux, même pour son énergie à lui, parce que des personnes qui n'ont pas des réponses sur Instagram, elles vont renvoyer un email, puis ensuite elles vont peut-être aller sur live chat, et en fait ça fait encore plus de messages à traiter, parce que les gens, ils veulent une réponse, ils en ont besoin, que ce soit avant la vente ou après la vente. Et après la vente, souvent c'est encore pire, parce que c'est elle est où ma commande? J'ai pas reçu ma commande. Vous me répondez pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai payé, j'ai pas mon produit. Ça crée de l'inquiétude chez les gens. Ça leur crée un sentiment d'injustice. On en revient aux émotions. Et même pour l'entrepreneur, pour sa gestion interne, c'est un cercle vicieux énorme où lui, en fait, ça va lui bouffer aussi après son énergie. Il voit les notifications qui augmentent. Il se dit, mais comment ça se fait que j'ai des notifications qui augmentent alors que je fais le choix de ne pas répondre? Donc voilà. Et il vaut mieux le transformer en cercle vertueux en mettant en place les bonnes actions, en ayant une organisation pour gérer son customer care tous les jours ou au maximum tous les 2 jours dans la semaine. C'est ce que je recommande souvent. Et là, on voit à quel point ça profite. Et à nous, en tant qu'entrepreneurs, par rapport à notre énergie, par rapport à notre mindset qu'on a mis en place aussi pour bien gérer ça, l'impact que ça a sur nos prospects qui deviennent nos clients qui nous recommandent. Donc voilà. Et en fait, il ne faut pas grand-chose pour switcher de ce mindset où on est dans ce cercle vicieux à mon customer care, je vais en faire la force de mon entreprise. Ouais, il faut le faire pour soi, à la limite. Quoi. Mais c'est ça souvent aussi le problème, c'est que les entrepreneurs ne voient pas le customer care comme une force pour leur business. Alors qu'aujourd'hui, et encore plus là dans les années à venir, ça va être ça la plus grande force d'une entreprise avec le branding, l'image de marque, toute cette atmosphère autour, c'est le customer care, c'est ça qui va faire la force d'un business. Et le pérenniser aussi. Ok. Des mots à ajouter? Je pense qu'ils ont tout dit. Tout dit. Pour moi, en introduction, comme elle a dit, pas de clients, pas de business. Si tu veux pérenniser ton activité, chouchoute tes clients. On est fatigué de souffrir quand on vient dépenser notre argent. Ok, donc l'émission touche à sa fin. C'est passé hyper vite comme d'habitude. Pour conclure, bien évidemment, il nous faut des conseils pour avoir une bonne relation client, pour offrir une bonne expérience, mais surtout améliorer sa stratégie de gestion de relation client. Là, c'est votre côté expertise, là, on vous attend. Ils ont qu'à les payer pour venir avoir les conseils. On peut avoir un avant-goût. C'est justement un avant-goût pour donner envie. Et après, tu vois. Tout au long de l'émission, on n'a fait que ça. Laissez parler. Payer. Ils vont payer, t'inquiète, les Naïdis sont... Tu veux y aller? Comme tu veux. Peu importe. Ne vous battez pas. Alors, concrètement, si vous avez entendu très certainement ce terme tout le long de l'émission, s'il y a bien une chose que moi je dis en live, que je dis à mes clients, donc c'est un conseil, on va dire, gratuit, mais qui a tellement de valeur, parce qu'on l'approfondit tellement dans la version payante, mais le travail du parcours client, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça doit être la base. Pour avoir entendu des différents podcasts de grandes entreprises, certains dirigeants disaient que les 2 premières actions lorsqu'ils ont fondé leur marque, c'était le branding, c'est-à-dire que va-t-on dire ou que va-t-on penser de ma marque. Deuxième chose, le parcours client. Mon client avant, pendant, après. Et dans la phase avant, c'est pas juste dire avant il est là, pendant il est... Non, avant, ok d'accord, qu'est-ce qui se passe avant? Quel est son niveau de conscience en termes de client? Puisqu'il y en a 3, vous pouvez...
si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus longuement. C'est payant, faut pas tout dire. Mais concrètement, le client a différentes phases de conscience quant à sa connaissance de son problème. Bon, concrètement, comment on communique avec lui avant? Une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Comment lui apporter la meilleure solution, la meilleure expérience? Et une fois, on va dire que la prestation est finie, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas fini. Ça finit jamais. Faut rester. Mais une fois que la prestation est censée être finie, quelles sont les méthodes et quels sont les tips, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour que la personne ait vraiment la sensation que, en fait, même elle n'a pas envie que ça se termine. Nous, on n'a pas envie que ça se termine, mais même elle se dit, je ne peux pas m'arrêter là, j'ai besoin de plus. Et donc, vraiment, le conseil majeur que je donne, c'est posez-vous 2 secondes, un stylo, un cahier, votre ordinateur, une mind map, bref, quel que soit le format que vous souhaitez, que ça soit visuel, tu parlais de cartographier, que ça soit juste à l'écrit, mais définissez votre parcours client de A à Z. Et quand je dis de A à Z, c'est pas, encore une fois, juste dire avant, pendant, après. C'est vraiment tous les points de contact, tous les points de friction, les anticiper. et voilà. Et derrière, après, en faisant cette analyse, je pense que beaucoup de personnes sauront comment réagir et puis voilà. Ok. Trop bien. Moi, je vais vous donner 3 conseils. Et 3 conseils que vous allez pouvoir actionner là, juste après la vidéo. C'est pas grave, c'est gratuit, on est là pour donner. Attends, on fait un peu de par ici. Le premier conseil que j'aimerais donner, parce qu'il est hyper important, c'est juste de faire un petit entraînement de musculation mindset. C'est la prochaine fois que vous avez des messages, des notifications, au lieu d'avoir cette réaction de encore des messages à répondre, ça m'agace, je me sens submergée, c'est se dire ok, non, ça c'est des opportunités. Tous ces messages-là, tous ces humains qui s'intéressent à mon business, qui me posent des questions, c'est des belles opportunités. Donc juste vous forcer et vous dire non, Dorian m'a dit ok, ça c'est une opportunité. Déjà changez votre mindset, souriez quand vous recevez un message. Deuxième chose, c'est de repenser votre organisation. La plupart du temps, les tâches Customer Care ne sont pas dans votre planning business. Vous ne les avez pas mis. Vous avez mis appeler tel client, vous avez mis peut-être retravailler mon branding, tel rendez-vous, tel machin. Mais gérer mon Customer Care, il est où dans votre planning? Il n'y est pas. Donc, minimum 3 fois par semaine. Minimum 3 fois par semaine, c'est de se faire un petit bloc de temps de 9h à 10h, par exemple, c'est de dire, ok, de 9h à 10h, lundi, mercredi, vendredi, je réponds à tous mes messages partout, les réseaux sociaux, les emails et une notification à 0. Tout le monde a sa réponse en moins de 48 heures. Moi, je suis soulagée, je peux passer ma journée à faire autre chose en tant qu'entrepreneur. Et voilà. Et le troisième petit conseil que je voudrais donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter, surtout dans le digital, à user et à abuser d'astuces. Et il y a une astuce qui est géniale, c'est les templates de réponses. Et là, on en revient à l'anticipation. Toi, tu aimes bien l'anticipation. C'est vraiment d'anticiper quelles sont les questions de vos clients. Si vous allez faire un lancement, par exemple, de produit, un nouveau produit, il va y avoir des questions. À quoi sert le produit? Comment il s'utilise? Ou quel est ce service? Est-ce que pendant combien de temps j'y ai accès? Bref, il y a plein de questions que vos clients vont se poser. Vous créez en amont toutes les réponses à ces questions, et vous faites les plus belles réponses que vous-même vous aimeriez recevoir. Et en fait, sur le moment, quand on va vous poser ces questions-là dans l'action, dans votre lancement, vous allez utiliser ces templates et vous allez simplement les personnaliser. Ouais, les adapter. Les adapter à la personne en face de vous, en mettant son prénom, le nom de son business, en rebondissant sur un élément personnel. Par exemple, vous êtes coach business et un fleuriste vient vous voir et vous dit « Ouais, moi j'ai lancé mon business de fleurs, j'ai besoin de me faire accompagner. » On utilise le template, mais dedans on va dire « Ah bah bravo à toi d'avoir lancé ton business de fleurs. J'aime bien ça, si c'est le cas bien sûr. » Ben voilà. Donc ces 3 astuces, ça peut vraiment être un game changer pour votre Customer Care. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit DM. Moi je vous offre 5 templates gratuites pour les utiliser. Ah, ça c'est bien ça. Waouh. Là, prépare-toi, ta messagerie, là, elle va être... Moi, j'aime ça, je souris quand je reçois des DM. Attention aux petits filous, parce que oui, effectivement, les templates sont super importants. Les templates sont personnalisés, c'est pas ChatGPT. je préfère préciser, parce qu'il y en a ça, c'est en train de faire des dégâts. Ah oui, il y en a. J'ai vu des clients qui ont totalement, on va dire, délégué leur Customer Care à ChatGPT. Sachez que... Ne faites pas ça. Sachez que c'est la pire des erreurs, et donc c'est très important. Et merci en tout cas, Dorian, de le préciser, et je vous invite à consulter ces templates qui sont de qualité, que j'ai déjà vu. On va voir ça. Donc vraiment, faites-le de manière personnalisée.
l'IA nous aide, mais ne le faites pas en mode je délègue. Je m'en débarrasse. Parce que tout le monde utilise l'IA, vous posez tous la même question, vous allez tous avoir la même réponse. Là, aujourd'hui, on cherche à avoir un business de qualité. C'est comme dans la cuisine. Si tout le monde cuisine avec un Thermomix, vous allez avoir le même résultat. Par contre, si on cherche à aller dans un gastro, c'est pour l'excellence, le standing. Donc aujourd'hui, soyez des gastros. Arrêtez avec tout le monde le même Thermomix. Personnalisation. Non, moi, je n'ai rien à rajouter. Voilà, j'allais te dire, est-ce que tu veux ajouter au moins un conseil Non, parce que voilà. gratuit. Un conseil offert. gratuit. Ben, il a dit, tu fais le parcours, tu fais le mapping de ton parcours client. Elle a donné des conseils. Tu n'as rien à ajouter. Tu veux que j'ajoute quoi? À part, prenez soin de vos clients, s'il vous plaît. Chouchoutez-nous. Parce que même moi, je suis client. Chouchoutez-nous. On veut vivre des belles expériences, on veut des belles émotions et des beaux souvenirs. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est tout pour l'instant business. Et en plus, c'était la dernière de la saison. Franchement, je suis triste. Moi, je suis pas triste parce que je sais que... Quoi? Non, vas-y, je t'écoute. Il y aura une autre saison. Oui, forcément. Bah on oui. ne peut pas s'arrêter après simplement 5 épisodes. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier. Dorian, elle est déjà venue, elle est revenue. Donc, merci à toi. Merci, voilà, ceci. Je verrai s'il y a un sujet comme ça, tu reviendras aussi. Je tenais également à remercier tous les participants. Je vais les citer un à un parce que c'est très important pour moi. Donc, Nafanta, Nina, John Saba, Suzanne, Aïssata, Julien, Nyakale, Habiba, Favzia. Et du coup, je vous recite Wallace et Dorian. Merci infiniment. Merci aussi à notre Dougoutigui national. Merci d'avoir accepté. International maintenant. Bon, on finit la saison 1 avec national et on verra pour la saison 2. Merci à toi d'avoir accepté d'être chroniqueuse pour cette émission. Merci pour tout le soutien. Je tenais également à remercier Nangalé qui est ici, puisque sans vous deux, pour être très honnête, je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de cette émission, donc merci. Je remercie aussi NFP Productions, Mathieu, qui n'aime pas se montrer, mais merci à toi, parce que sans toi aussi, ça n'aurait pas pu être possible. Et je remercie aussi les partenaires, donc Taganti, tous les beaux foulards que vous voyez sur ma tête, ça vient de chez Taganti. Et Salé les doigts de fée, qui quelquefois nous a offert... de bonnes quoi choses. Nous restaurer. Voilà, de quoi nous restaurer. Mais aujourd'hui, merci vraiment pour tout. Et c'est bon. Non, merci pour tout. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes du coup sur la chaîne YouTube qui sera affichée quelque part, par-ci, par-là. Et merci. Merci à toi. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais merci à toi pour l'invitation. Bravo. Moi, quand même, je te félicite parce que tu es passé de l'idée à l'action. Ouais. Donc vraiment bravo. Tu as tenu, tu as eu des beaux invités, tu as eu des belles thématiques. Et pour moi, ça a été un honneur d'être à tes côtés en tant que chroniqueuse. Grâce à toi, je commence à devenir quelqu'un quand même. Et que je suis passée de Dougoutigui national à international. Mais en tout cas, bravo. C'est une belle émission. Longue vie à ton émission. Merci. Ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Si vous avez des thématiques à suggérer, c'est avec grand plaisir qu'elle les prendra et que je continuerai à t'accompagner dans les années à venir encore pour Instant Business. J'ai pas de mouchoir. Attention. Non, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère que vous avez apprécié. Carrément, c'était une superbe expérience pour moi. C'était l'occasion de rencontrer Dorian. Oui, parce qu'il me semble que vous vous connaissez, mais que de façon virtuelle. C'était pour moi aussi un plaisir d'échanger avec vous, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. J'aime beaucoup le concept. J'avais été assez flatté d'ailleurs que tu fasses appel à moi, parce que c'est plein de choses qui sont dans mes valeurs, dans ma manière de voir les choses. Et donc, comme tu disais, Dougoutigui, longue vie à l'éditeur. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te contacter? Carrément. Et te suivre, etc. Alors, principalement, du coup, sur Instagram, donc Wallace Brian, W-A-2-L-A-C-E, Brian, attention, B-R-A. Y-A-N. Ah oui, toi, tu compliques. Hein. Ah oui. C'est vraiment bras. Oui, c'est bras. Faut se différencier, il faut rester unique. C'est vrai, c'est mon identité de marque. Tu as raison. Donc, Wallace Brian, principalement sur Instagram, également un petit peu sur LinkedIn. Mais voilà, vous pouvez notamment m'envoyer un DM si vous voulez un peu plus de conseils, discuter. Et surtout, si vous voulez prendre du fun, vous l'avez constaté. Avec l'équipe, on en a profité, ça fait du bien. C'est toujours bien d'entreprendre dans la bonne humeur que d'être, on va dire, focus et la tête dans le guidon, comme on le disait. C'est ça. N'hésitez vraiment pas.
Ok, Dorian, même si on connaît, tu peux redire. Déjà, merci encore de m'avoir invité. Bravo pour ton professionnalisme pour cette émission. Elle est vraiment géniale. Et pour la bonne humeur. C'est aussi pour ça que j'ai... T'as réaccepté. Évidemment, je reviens parce que déjà, je sais qu'on rigole, on s'amuse bien. Donc déjà, c'est top. Et je pense que tu finis la saison en beauté avec le sujet du Customer Care. C'est vrai. On ne pouvait pas mieux finir la saison qu'avec le Customer Care. Donc déjà, c'est top. Pour retrouver mes contenus, déjà il y a le podcast Entrepreneur Care qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Le podcast est facile à écouter quand on fait la cuisine, quand on marche, quand on est dans les transports. C'est facile à consommer sur mon compte Instagram Dorian Baker, B-A-K-E-R, sur LinkedIn à Dorian Baker aussi, et sur notre site Baker Bloom, donc B-A-K-E-R B-L-O-O-M, où là il y a plein de ressources gratuites pour améliorer son Customer Care quand on est entrepreneur. Ok, Dougou Tigui, à ton tour. Moi, je suis sur Instagram, Tasta Dougou. Et sur LinkedIn, sur LinkedIn, Tasta Gassama. Et j'arrive avec des surprises bientôt. Bientôt. Notamment les t-shirts, comme j'ai dit, en exclusivité dans la Nalediso. Merci infiniment. Et pour terminer, vous savez quoi, je vais faire ma conclusion. Et j'aimerais juste qu'on dise plein de bisous, les Naledi, mais ensemble. Parce que c'est comme ça que je termine. OK, c'est parti. C'est parti. C'était Niara alias Naledi. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la saison 2. Plein de bisous, les Naledi. Bravo!